Bonsoir et bienvenue sur le plateau du Grand Direct. Très heureux de vous retrouver pour cette heure d'information consacrée à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec dans cette première demi-heure l'hommage aux policiers morts pour la France. C'est aujourd'hui la journée nationale dans un contexte très particulier, vous vous en doutez, quelques jours après la mort de l'un des hommes de la police nationale en intervention à Avignon. Eux sont toujours mobilisés, les infirmiers et les infirmières en réanimation. Journée de mobilisation partout en France et dans notre région, des cortèges à Marseille mais aussi à Nice, où nous irons dans cette édition. Ils réclament des revalorisations salariales et une meilleure reconnaissance de leur mission. Enfin, les autotests arrivent dans les lycées, fortunes diverses entre les académies. À Marseille, tous les établissements ont été livrés. Reportage dans cette édition. Nous serons également avec Sylvie Pénicaud, qui est secrétaire académique dans l'Académie de Nice du SNPDEN-UNSA, le syndicat des personnels de direction de l'éducation nationale. Mais pour débuter donc cette édition, la journée d'hommage aux policiers morts pour la France, journée d'hommage nationale dans laquelle a été rendu évidemment un hommage particulier au policier Éric Masson, décédé la semaine dernière alors qu'il tentait d'interpeller des dealers à Avignon. Une cérémonie à Paris présidée par le Premier ministre. Plusieurs cérémonies également dans notre région. C'était le cas devant l'hôtel de police de Marseille, le fameux évêché, où les frères d'armes d'Éric Masson étaient réunis pour honorer sa pensée, mais également pour nous dire leur inquiétude quant à l'avenir de la profession et commenter également les annonces de Jean Castex qui souhaite durcir le ton. Manon Mujica. C'est une cérémonie annuelle, traditionnelle, l'hommage aux policiers morts pour la France. Ce matin, dans la cour de l'hôtel de police des Bouches-du-Rhône, les chants républicains ont une résonance particulière, quelques jours à peine après le meurtre du brigadier Éric Masson, tué au cours d'une opération anti-drogue à Avignon. La police nationale est malade, elle est malade de la façon dont elle est traitée au quotidien, dans une action difficile. De nombreux policiers aujourd'hui ont été cités parce qu'ils ont donné leur vie au service de la nation, au service de la protection de nos concitoyens. Il est temps véritablement aujourd'hui que l'État, que la nation organise la protection de ceux qui protègent les citoyens. Justement, tard hier soir, Jean Castex s'est engagé à durcir les peines contre les agresseurs de policiers et gendarmes. Cela signifie la fin du rappel à la loi, remplacé par des travaux d'intérêt général, moins de réduction de peine aussi. Quant à la période de sûreté pour les individus condamnés à perpétuité, elle passe à 30 ans. Les syndicats accueillent avec prudence ces annonces. Les délinquants qui s'en prennent aux policiers n'en ont rien à faire de la police, n'en ont rien à faire de la justice. Ils considèrent qu'il y a un État faible en face d'eux, parce qu'ils nous le disent dans les cités. Donc aujourd'hui, il faut qu'on redevienne un État fort. Et pour qu'on soit un État fort, il faut qu'il y ait une police forte, une justice forte. En 2020, 11 policiers et gendarmes sont décédés dans l'exercice de leurs fonctions, dont plus de la moitié lors d'un refus d'obtempérer. Et c'est dans ce contexte qu'était jugé cet après-midi le responsable de la mosquée de Vitrolles, cet homme qui est également employé municipal et proche du maire socialiste de la commune des Bouches-du-Rhône. Il est accusé d'avoir frappé des policiers. Le récit des faits par Valentin Rodriguez. Il s'appelle Habib Malaguen et il est responsable de la mosquée de Vitrolles et cadre de la ville. Il est accusé d'avoir agressé des policiers devant l'édifice religieux en 2019. Pour rappel des faits, nous sommes en avril 2019. Deux individus en moto sont pris à partie devant la mosquée de Vitrolles. On leur reproche notamment de faire trop de bruit avec leur engin. Un attroupement se crée alors et c'est là que Habib Malaguen commence à pousser l'un des deux hommes au sol. Ces deux personnes se trouvent être des policiers qui était ce jour-là en repos. Un troisième homme arrive sur les lieux, il est également policier à Vitrolles. Il tente de s'interposer mais reçoit un coup au visage de la part de Habib Malaguen. L'agresseur à l'époque avait été rapidement interpellé, placé en garde à vue et déféré devant le procureur pour violence sur une personne dépositaire de l'autorité. Il n'a depuis fait l'objet d'aucune procédure interne de la part de la mairie et du maire dont il est un proche historique. Écoutez la réaction de l'un des avocats des policiers agressés à notre micro.
Le prévenu, d'après ce que j'ai compris, veut mettre une coloration politique à cette histoire, alors que M. Vian, il sortait de service et en toute hypothèse, il ne peut pas y avoir de coloration politique, en tout cas le concernant, puisqu'il était au mauvais endroit au mauvais moment et qu'il a juste voulu faire son travail de flic. Et on sait, l'actualité nous a douloureusement rappelé, on sait que c'est parfois compliqué d'être policier en toutes circonstances. J'attends juste qu'on reconnaisse sa qualité évidente de victime et après la sanction nécessaire pour l'auteur des faits. A noter que la mosquée de Vitrolles est suivie par le renseignement intérieur jusqu'à l'arrivée de la crise sanitaire. Habib Malagouane y faisait des cours de préceptes coraniques à destination des enfants et des femmes. Le jugement a été mis en délibéré. Habib Malagouane qui encourt jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Benoît Payan, le maire de Marseille, qui prend cette décision. Il débaptise une école de sa commune, l'école primaire Bugeaud, située dans le 3e arrondissement de Marseille. Elle porte le nom de ce général au rôle très controversé dans la colonisation de l'Algérie. Il est accusé d'avoir tué des milliers de musulmans. C'est un nom qui est reparu dans l'actualité, notamment suite à la publication du rapport de Benjamin Stora. Benoît Payan qui dit que ce débaptême n'est pas lié à la publication de ce rapport. En tout cas, il a choisi de renommer cette école du nom d'un tirailleur algérien, libérateur de Marseille, qui est mort à 24 ans le 25 août 1944. Je vais vous donner son nom. Il s'appelait Ahmed El-Litim. Cette décision qui sera entérinée dans les prochains jours, évidemment lors d'un conseil municipal, puisqu'il faut l'approbation de la majorité et des élus du conseil municipal de Marseille. Également dans l'actualité de ce mardi, la colère des infirmiers et des infirmières de réanimation. Une mobilisation qui se poursuit. Elle a débuté il y a quelques semaines maintenant. Ils réclament notamment des augmentations de salaire, mais également une meilleure considération de leur profession et une amélioration de la formation également, car nombre d'entre eux arrivent sans expérience dans les services de réanimation. Reportage à Nice de Claudia Olivier. Alexis est infirmier en service de réanimation pédiatrique à Nice. Il manifeste car selon lui le manque de formation est criant. On demande une formation initiale en réanimation qui est très importante puisqu'on joue sur la technicité avec des dialyses, de l'intubation. On est en train d'embaucher des personnes qui n'ont jamais fait de réanimation, pour lesquelles on envoie tout de suite sur le charbon. Au bout de 2 semaines, voire 1 mois de formation, c'est pas suffisant. Manque de moyens, de personnel, peu de reconnaissance. Ces infirmiers réclament une revalorisation de 300 € net par mois. Ils étaient une centaine à se mobiliser aujourd'hui. On travaille dans des services spécifiques en fait, où on manipule des produits spécifiques, du matériel spécifique. Et c'est vrai qu'on n'a pas trop de valorisation par rapport à cette spécificité qui est présente dans ce service entre autres. On fait vraiment beaucoup de boulot déjà, beaucoup de très bon boulot. J'insiste sur qu'on fait vraiment du très bon boulot avec ce qu'on a. On s'en sort vraiment très bien, mais on peut toujours faire mieux et les moyens sont vraiment nécessaires pour une prise en charge optimisée de tous les patients. Des revendications qui ne sont pas nouvelles. La crise sanitaire du Covid a fait ressurgir les difficultés. Laurent Glaise, responsable syndical CGT de l'hôpital Larcher, interpelle directement le gouvernement. Ça fait des années qu'on explique qu'il faut arrêter de fermer des lits de réanimation, il faut arrêter de supprimer des personnels, en particulier dans ces unités de pointe, et qu'on n'est pas entendu. Donc aujourd'hui, on se retrouve effectivement avec des réa saturés dès qu'il y a un pic de contamination. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on réclame vraiment de vrais moyens, un déblocage vraiment d'argent pour embaucher, évidemment, et réouvrir les lits qu'on a fermés, dont on a besoin. Dans le cadre du plan Ségur, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a révisé la grille des salaires de l'ensemble des personnels hospitaliers, mais pour beaucoup, cela reste insuffisant. Voilà, la crise de la Covid, évidemment, qui a perturbé partie de l'activité. On verra d'ailleurs dans la deuxième partie de ce grand direct que les restaurants se préparent et que les frigoristes sont dépassés. On va faire le point sur l'épidémie avec les chiffres que nous vous avons préparés, parce que voilà, on peut constater que la vaccination avance. Elle va s'ouvrir, on fera le point dans quelques instants à Cannes, aux plus de 18
18 ans, sans comorbidité, à condition évidemment qu'il y ait des doses. Voilà où nous en sommes, donc en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. 1 446 620 injections, première dose, donc réalisées dans notre région, et 743 985 injections réalisées sur toute la région. Deuxième injection réalisée, donc on approche des 750 000, et vous avez le dispatch évidemment par département. Du côté des indicateurs maintenant, les Alpes-Maritimes, toujours les bons élèves de la région, taux d'incidence de 90, pour les Bouches-du-Rhône 213, mais quand on sait qu'il y a 10 jours le taux dépassait les 450, la décrue est nette. Le Var décroît également, 143 cas pour 100 000 habitants. Et puis la tension hospitalière, vous voyez que tous les départements, à l'exception du Var, sont passés en dessous de la barre critique des 100%, 110% dans le Var, où là, on reste encore sur taux d'occupation assez élevé, mais ça recule hein, ces derniers jours, donc l'éclaircie est quand même là. La vaccination, je vous le disais, demain, elle s'ouvre aux plus de 18 ans dans notre pays. Alors c'est vrai qu'on vous l'a souvent dit hein, dans cette émission, elle est ouverte depuis quelques semaines maintenant à Cannes, à Nice par exemple, dans certaines communes du Var également, mais ça devient donc officiel demain. Écoutez la directrice générale adjointe des services de la ville de Cannes qui gère l'organisation de la vaccination. Eh bien ça va s'accélérer là aussi pour les jeunes à partir de demain, on l'écoute. Il s'inscrit sur cannes.com ou donc en ligne sur notre site où on va lui renvoyer un numéro avec lequel il téléphonera à la plateforme, et là il sera. Actuellement, il y a très peu de créneaux qui sont libérés pour des jeunes de 20-25 ans, hein. Mais s'il y en a, il sera contacté, on lui donnera son rendez-vous, et c'est des choses qui peuvent aller très vite. Vous voyez, là, on nous annonce beaucoup de doses pour jeudi. On va bien entendu prioriser les 40-49 ans qui sont en demande de rendez-vous, mais après, on va remplir hein, avec les 30, voilà, on va remplir. Donc c'est aussi en fonction de l'arrivée des doses qu'on pourra répondre à cette question. Voilà. La ville de Cannes qui ne passe pas par Doctolib, donc si vous êtes cannois, il faut vous connecter sur le site de la ville. Sinon, vous pouvez vous connecter sur la plateforme Doctolib qui gère tout un nombre de communes dans notre région. Voilà pour cette première partie consacrée à l'actualité. On va accueillir dans quelques instants la première invitée de ce grand direct pour évoquer l'arrivée des autotests, notamment dans les lycées de notre région. Bonsoir Sylvie Pénicaud, merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire du SNPDEN UNSA dans l'Académie de Nice. Vous représentez donc les personnels de direction dans l'éducation nationale. Vous êtes vous-même proviseur dans la capitale azuréenne. Avant qu'on voit un reportage consacré aux autotests à Marseille, parce qu'à Marseille ils ont été livrés, est-ce que vous me confirmez que dans l'Académie de Nice, pour l'instant, il n'y a pas d'autotests dans les lycées ? Alors, il y a des autotests pour les personnels qui sont arrivés, mais en nombre encore insuffisant, mais on sait qu'on va être livré là dans la semaine. Mais les professeurs ne se précipitent pas hein, sur les boîtes, donc on n'en manque pas. Par contre, pour les élèves, dans les lycées, enfin dans mon lycée, nous n'avons pas été livrés à ce jour. J'ai vu que sur Cannes, un collègue, semble-t-il, en avait reçu, mais ça a l'air d'arriver au compte-gouttes pour l'instant. Vous attendez donc qu'on accélère le mouvement, ou honnêtement pour vous, vous considérez que ce n'est pas non plus une priorité de proposer ces autotests aux élèves ? Alors, on est partagé parce que sanitairement, on pense que c'est une bonne mesure, bien sûr. Mais qui dit autotest dit test qui devrait pouvoir être fait à la maison. C'est-à-dire qu'on ne voit pas avec des lycées qui sont actuellement en demi-jauge comment faire ça logistiquement dans nos lycées. Et surtout qu'on a un gros problème de consentement des parents. On a fait des tests antigéniques, on a fait plusieurs campagnes. On est entre 5 et 10% d'autorisation signée. Donc on se dit qu'on ne voit pas bien pourquoi on en aurait plus cette fois. Oui, donc ce que vous dites, c'est que vous craignez que finalement les parents n'autorisent pas et qu'on dépiste à la marge et que ça n'empêche pas le virus de se propager.
Oui, voilà. Et le problème, c'est comment faire ça en classe. On n'a qu'une infirmière par lycée. Si elle prend 1 heure dans chaque classe pour montrer comment ça doit se faire, ça nous paraît extrêmement compliqué. On a déjà perdu beaucoup d'heures de cours. Donc c'est vrai que, en fait, c'est vraiment un problème logistique et de mise en place. Après, nous, on serait favorable dans l'absolu, mais qu'on leur donne les boîtes de tests et qu'ils les fassent à la maison. Sauf que le conditionnement actuel ne le permet pas, puisqu'on a su que c'était des boîtes de 25 tests qui arrivaient. En fait, il semblerait que c'est des boîtes qui étaient reconditionnées en autotest. Et donc, ça paraîtrait... On ne peut pas séparer. Donc, il faut qu'elle soit utilisée, la boîte, dans son ensemble, semble-t-il, enfin, au même moment. Et petite anecdote, les notices sont dans 8 langues, mais il manque la notice en français, qui arrive, semble-t-il, à part. Ah oui, ça effectivement c'est quand même un problème parce que du coup ça nécessite une formation à la fois des personnels mais aussi pour les élèves. Alors c'est pas très compliqué mais il faut quand même pas se tromper. Faut quand même pas se tromper et d'après les collègues qui en ont su, il est bien marqué sur les boîtes que normalement c'est destiné à être fait quand même avec l'aide d'un professionnel. D'ailleurs c'est pas un hasard, je pense que si à la population c'est quand même vendu en pharmacie. Donc c'est bien qu'on pense qu'il faut quand même au moins une fois montrer les choses. Alors ça on n'est pas contre que nos infirmières montrent, mais on voit mal comment on va pouvoir l'organiser massivement. Alors, je vais vous proposer un reportage, Sylvie Pénicaud, parce que nos caméras sont allées dans un lycée de Marseille où les tests sont arrivés. Alors, c'est une séquence organisée par le rectorat pour montrer que tout était bien organisé, justement. Une infirmière était présente, mais voilà, je suis curieux d'avoir votre sentiment juste derrière. C'est un reportage de Yentel Criado. On le rentre comme ça, d'accord, 3 cm. Après, hop, et on tourne 1, 2, 3, 4... Allez, c'est bon. Alima est infirmière pour la cité scolaire Marseille Vert dans le 8e arrondissement de Marseille. Elle explique aujourd'hui aux élèves comment se servir des autotests, une petite formation avant de passer à la pratique dès la semaine prochaine. Pour qu'ils puissent un petit peu s'accaparer le matériel, voir un petit peu comment on procède. Bon, bien sûr, ils seront toujours supervisés. Nous sommes 2 infirmières dans l'établissement, par moi et ma collègue. Et puis comme ça, c'était pour un petit peu démystifier l'usage de l'autotest. Les autotests sont arrivés ce lundi dans les lycées de l'Académie d'Aix-Marseille. Dès la semaine prochaine, les lycéens volontaires pourront prendre rendez-vous pour s'autotester 1 fois par semaine, encadrés par les infirmières de l'établissement. Et si tu es positif, il y a un trait sur le T. Okay. Si ça reste que le trait sur le T. Il faut attendre 15 minutes. Ouais. On a décidé que ce serait le jeudi, parce que c'est la journée où on est 2 toute la journée. Donc voilà, ce sera plus simple pour nous. Et puis c'est aussi quasiment à la veille du week-end pour l'organisation de faire le test PCR si jamais quelqu'un est positif. Et puis du coup, ça impactera moins les élèves sur le temps d'isolement aussi, puisque un test positif égale une fermeture de classe. Donc ça veut dire isoler toute une classe pendant 1 semaine. Les élèves sont assez demandeurs. J'ai été assez surprise que je me suis dit, à force d'avoir été testés toute l'année, peut-être qu'ils seraient réfractaires. Et finalement, on a beaucoup de demandes. Et puis, je pense qu'ils sont quand même dans une démarche de pouvoir se protéger eux-mêmes et puis protéger leur famille souvent ou leurs parents souvent. Protéger leur famille, c'est en effet la raison première qui pousse ces jeunes, dont certains sont internes, à adopter l'autotest. En rentrant chez nous, par exemple, des fois, nos parents peuvent être inquiets qu'on ait passé la semaine au lycée. En plus, on est interne, donc on passe toute la semaine à Marseille. Et quand on rentre dans nos familles, au moins, ça permet d'être négatif et de voir nos parents sans aucun doute. Ça me rassure beaucoup plus. C'est mieux qu'on le fasse maintenant qu'aprrer prendre des rendez-vous à chaque fois, c'est un peu long, c'est compliqué, mais franchement moi ça me rassure. Tous ceux qui sont là vont venir jeudi prochain, oui je pense qu'il n'y a pas de souci. Pour s'autotester, ça a pas l'air d'être long, j'ai l'impression que ça va prendre 5 minutes dans la journée, du coup c'est complètement bénéfique. Ouais. Cet établissement marseillais a reçu 500 autotests pour 1000 élèves. L'ensemble des lycées de l'Académie Aix-Marseille est désormais approvisionné. Voilà, je vous rappelle que nous sommes avec Sylvie Pénicaud, qui est secrétaire académique donc dans le Var et les Alpes-Maritimes pour le SNPDEN UNSA, les chefs d'établissement, oui, les directeurs et proviseurs d'établissement. Ce qui m'interpelle dans le reportage, c'est que c'est encadré par les infirmières. En gros, des élèves de plus de 15 ans dans un lycée, il y en a combien? Un lycée de taille moyenne? 1200, hein, entre 1200 et 2000, donc là ils ont la chance d'avoir 2 infirmières
ce qui est un peu exceptionnel, mais parce qu'il y a un internat. Bon, là, j'ai l'impression qu'ils testent des élèves internes, ce qui me paraît effectivement la première mesure, et ça me paraît très très bien. Mais je ne vois pas comment une quarantaine de classes, alors on a 20 classes par semaine présentes quand on fait une demi-jauge établissement. Alors ça veut dire, vous imaginez comment on va faire, quoi? Je ne sais pas. Ça va prendre un temps fou, rien que de leur montrer. Hein. Après, nous, pour l'instant, ce qu'on prévoit, c'est qu'ils passent sur leur temps libre par petits groupes à l'infirmerie pour ceux qui auront dit oui. Donc, on va bien voir si la semaine prochaine, on a des retours. Parce que pour l'instant, moi, c'est ça, mon incertitude. Ma dernière campagne de test, sur 550 élèves présents dans l'établissement, j'ai eu 26 réponses positives pour se faire tester. Donc je suis inquiète par rapport à ça. Oui, il n'y a pas de raison d'être plus optimiste, forcément. Une question sur l'organisation. Vous avez combien d'infirmières, vous, dans votre établissement, par exemple? J'en ai qu'une. Oui, donc du coup, faire passer tous les élèves sous la houlette de cette infirmière, c'est pas possible. Ça va être extrêmement compliqué. Alors c'est vrai que si on a beaucoup de demandes, on a prévu de le faire dans une grande salle pour leur montrer dans un premier temps. Mais ce qui nous inquiète aussi, c'est le temps que ça peut prendre sur les cours, puisqu'on est quand même dans des situations dans les lycées où on a les examens à préparer également. Donc si vous voulez, encore une fois, on est très favorable à ce qu'il y ait ces autotests, mais on a vraiment un problème logistique. On nous a promis l'embauche de médiateurs, mais pour l'instant, on ne voit rien arriver. On ne sait pas quand. Et semble-t-il, dans certaines académies, on leur a dit que ce serait que pour tout ce qui était administratif. Or, nous, c'est pas pour ça qu'on a besoin d'aide. C'est vraiment pour montrer comment faire ces tests. Autre sujet, on viendra sur le sujet des examens juste derrière, mais depuis quelques jours maintenant, vous avez récupéré vos élèves en demi-jauge. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que tout le monde arrive à suivre? Est-ce qu'il n'y a pas de décrochage? Écoutez, on a peu de décrochage dans les filières générales. C'est beaucoup plus difficile dans toutes les filières technologiques. Même dans un lycée comme le mien, on avait pris la précaution de les garder en présentiel jusqu'à il y a un mois. On sent qu'ils décrochent, c'est quand même difficile. Dans les filières générales, on arrive quand même à les faire suivre. On a la chance qu'ils aient tous des tablettes payées par la région PACA. Et donc, ils ont quand même le matériel pour pouvoir suivre. Oui, ce que vous dites, c'est que l'année a été hachée, donc certains ont lâché, et puis dans les filières techniques, on est parfois obligé d'aller en laboratoire, en atelier pour manipuler aussi. Oui, alors après, moi dans mon lycée, tout ce qui est TP, bon, j'ai la chance d'être en centre-ville, on les fait venir pour ces TP, puisque là, de fait, ils sont déjà en demi-jauge. Donc, c'est vrai qu'on a refait 5 fois les emplois du temps cette année quand même. Donc, on est quand même tous un petit peu épuisés par rapport à ça. Oui, vous avez hâte que l'année se termine avec les examens. Alors, il y a quand même une colère chez certains lycéens, justement, autour des examens. Jean-Michel Blanquer a fait un certain nombre d'annonces, notamment sur l'épreuve de philosophie, avec le contrôle continu, ou la note de l'examen, on prendra la meilleure. Globalement, comment se présente l'organisation de ces épreuves? Ça promet d'être compliqué quand même. Compliqué, écoutez, bon, on a 2 épreuves écrites maintenant. Bon, la philo et le français en classe de première. On n'a que le grand oral dans les établissements. Les élèves dans l'académie resteront dans leur établissement. Donc bon, maintenant, on peut comprendre l'inquiétude des jeunes, mais franchement, je crois que dans tous les lycées, on fait beaucoup pour essayer de les préparer au mieux, de les rassurer. Il y aura beaucoup de bienveillance. On fait tous des euros blancs d'ici la fin du mois aussi pour vraiment préparer ce grand oral. Après, sur le français, en termes de nombre de textes, ça avait été réduit cet hiver, donc ils sont prêts. On les fait venir même en plus en présentiel pour qu'ils puissent préparer des oraux en individuel. Donc je pense qu'il faut, notre rôle là maintenant, c'est de les rassurer. Nous, on va arriver à gérer après, tout ce qui est, ça sera pas plus difficile que l'année dernière, si vous voulez. Là, je pense qu'on va arriver à gérer. Vous préparez déjà la rentrée prochaine ou c'est trop tôt dans ce contexte? Parce qu'on sait que c'est à ce moment-là aussi qu'on travaille à la rentrée suivante. Enfin, ça fait même quelques temps que normalement vous avez commencé à y travailler.
On commence, bien sûr, on a commencé à y travailler. J'avoue que là, on est un petit peu... bon, on est prêt, si vous voulez, sur les grandes masses. Après, pour affiner, je pense qu'on va prendre un petit peu de retard par rapport aux années précédentes, parce qu'il va falloir qu'on travaille un peu plus longtemps en juillet si on veut être vraiment prêt, mais on sera prêt. Ça, on sait faire. Ça, il n'y a pas de souci. Ah, et bon, on a tout préparé, quoi. Un dernier sujet à voir avec vous, Sylvie Pénicaud, c'est celui de la vaccination. Est-ce que les profs, le personnel éducatif, administratif, s'est beaucoup vacciné dans votre académie ? Alors, particulièrement dans les Alpes-Maritimes, on est beaucoup vaccinés. Les enseignants, à Nice, c'est vrai que ça a ouvert très tôt, même aux plus jeunes. Et franchement, les chefs d'établissement, on a montré l'exemple. Hein, on est tous vaccinés pratiquement à l'AstraZeneca. Et voilà. Et on y va, quoi. Je crois que là, il y a beaucoup de profs qui se sont fait vacciner quand même. Après, j'ai pas les stats sur exact. J'ai l'impression qu'il y a un peu plus sur les Alpes-Maritimes que le Var. Hein, mais parce que là, ça a été une volonté des communes, notamment Nice, Cannes, enfin les grandes communes ont vraiment vacciné massivement. Donc c'est vrai que les enseignants vont se faire vacciner, ils le font. Hein. En tout cas, selon vous, l'accès à la vaccination pour les professeurs est simple. L'information a bien été répercutée et il n'y a pas de difficulté de ce point de vue-là. Pas à ma connaissance. Hein. Vraiment, il y a eu un gros effort de fait dans toutes les communes, y compris pour les administratifs, les chefs d'établissement. Il n'y a pas eu de blocage. Hein. Bon. Ça, c'est plutôt positif dans notre académie par rapport à d'autres, hein, je crois. La dernière question sur ce sujet-là. Donc, vous disiez que vous aviez été vacciné à l'AstraZeneca. Ça s'est passé comment, la vaccination? C'était dans des centres de vaccination normaux, traditionnels, ou on est venu vacciner dans les établissements, les professeurs? Non, on est allés tous dans des centres ou des pharmacies quand c'était AstraZeneca, mais non, il n'y a pas eu de vaccination sur place. Merci beaucoup en tout cas Sylvie Pénicaud d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes secrétaire académique du syndicat national des personnels de direction dans l'éducation nationale pour l'académie de Nice, donc qui regroupe l'académie les départements du Var et des Alpes-Maritimes. Et puis on va peut-être revoir ces quelques images. Merci à vous, bonne soirée, de ces autotests donc, qui sont arrivés dans les établissements. Fortune diverse, hein, je le disais il y a quelques instants, parce que donc les établissements marseillais et l'académie d'Aix-Marseille ont donc reçu leurs autotests. Ce qui est proposé aux élèves, c'est de se faire dépister une fois par semaine. Dans l'établissement dans lequel nous étions tout à l'heure, c'est le jeudi qui a été retenu par l'organisation et par l'encadrement des élèves qui se sont dit rassurés de pouvoir se dépister. Puis on a entendu toute l'inquiétude aussi de Sylvie Pénicaud pour son académie, parce qu'elle avait moins de 20% de réponses positives sur les tests lorsque la première campagne a été menée. Donc elle s'inquiète que les élèves n'acceptent pas ou ne veuillent pas se faire dépister pour cette fois-ci. Voilà pour cette première partie du Grand Direct. On se retrouve dans quelques secondes pour la deuxième partie de cette émission avec le JT Proximité autour de votre vie quotidienne. À tout de suite. Et dans les titres de cette deuxième partie, le dispositif Devoirs faits. Vous le savez, c'est un dispositif qui a été mis en place par l'Éducation nationale et qui propose d'encadrer les enfants pour qu'il n'y ait pas de décrochage scolaire, justement. Eh bien, le basculement vers le télétravail s'est opéré. Dans l'Académie de Nice, nous y étions il y a quelques instants, vous verrez que ça fonctionne très bien. La secrétaire d'État en charge de ces questions s'est même entretenue avec les élèves concernés. Autre titre, comment préserver notre biodiversité? Nous en parlerons à la fin de cette émission. Nous serons avec Mathilde Goueffon et Norbert Chardon. Mathilde Goueffon qui est juriste chez France Nature Environnement et Norbert Chardon qui est responsable de la LPO dans le Var. C'est aujourd'hui la journée de protection des espèces menacées. Et puis on va commencer dans quelques instants avec la course. Les restaurants vont bientôt ouvrir leurs portes et vous allez le voir, ça a quelques conséquences assez inattendues.
Voilà pour les titres. Conséquence donc inattendue, la profession de frigoriste. Ce sont tous ces professionnels qui vendent les frigos, mais qui font aussi les comptoirs des restaurants, et bien croulent sous les demandes, puisque les professionnels vont ouvrir leurs établissements le 19 mai prochain. Premier reportage donc de cette deuxième partie consacrée à ce sujet avec Lucas Licata-Caruso. C'est une livraison tant attendue pour ce gérant d'une brasserie marseillaise. À quelques jours de la réouverture des bars et restaurants, il a dû investir dans un comptoir tout neuf et il a bien du mal à cacher son émotion. C'est surtout qu'on ne baisse pas les bras et puis se projette sur l'avenir. Vous savez, un comptoir, c'est la pièce maîtresse. La fermeture de l'établissement pour cause de Covid-19 a eu raison de son ancien mobilier. On n'avait pas le choix. Ce qui s'est passé, c'est que 7 mois de fermeture, notre comptoir était ancien, il y avait de l'humidité, de l'eau dans le plancher, l'eau s'est évaporée, le plancher est tombé, les frigos ont été entraînés et donc il fallait changer le comptoir. Le comptoir avait 50 ans et il tenait, mais là ça a été le coup de grâce. Un coup de grâce auquel de nombreux restaurateurs sont confrontés après 7 mois d'inactivité, ce qui profite désormais aux frigoristes. Ces professionnels sont sur le pont depuis quelques semaines avec l'annonce des réouvertures. Les commandes n'en finissent plus de tomber. On est carrément submergé de travail, mais on en arrive même à en refuser parce qu'on ne peut pas être partout. Et du fait que maintenant tout le monde est pressé d'ouvrir, donc à la dernière minute tout le monde s'acharne pour faire les travaux, mais bon, on fait ce qu'on peut. De nombreuses sollicitations expliquées en partie aussi par les aides mises en place par l'État. Du moment qu'il y a eu des promesses d'aide, les gens ils se sont investis davantage pour faire de l'avant. Il y a beaucoup de restaurateurs qui nous ont fait faire des devis par rapport à ce qu'on leur demande pour faire des travaux dans leur cuisine, dans l'immobilier du bar, etc. Des investissements qui ont un coût, comptez 5 000 € pour un comptoir de bar et jusqu'à 25 000 € pour la rénovation d'une cuisine. Le prix à payer pour une réouverture que ce restaurateur espère réussir. L'Académie de Nice, nous y revenons avec le dispositif Devoir fait. Vous le connaissez, c'est un dispositif qui encadre les enfants pas forcément en décrochage scolaire, mais en tout cas pour éviter le décrochage scolaire, la possibilité pour eux de faire les devoirs au sein de l'établissement. Ils basculent en version digitale forcément depuis l'immixtion de la crise sanitaire. Certains élèves de l'Académie de Nice donc, se sont entretenus avec la secrétaire d'État en charge de ces questions. C'était cet après-midi, le tout suivi par Alexis Ricard. Instauré en 2017, le dispositif Devoir fait se décline à distance avec la crise sanitaire. Cet après-midi, enseignants, chefs d'établissement et élèves ont pu échanger avec le recteur de l'Académie de Nice, mais aussi avec la secrétaire d'État Nathalie Elimas. Le recours au distanciel évite le brassage des élèves, mais permet de prévenir le décrochage scolaire. Le retour d'expérience se révèle positif jusqu'à présent. Oui, vraiment, je crois que e-devoir fait est une réponse pour l'avenir, à l'accompagnement des élèves, à la relation qui s'établit sur le travail personnel en dehors de la classe et avec celui dans la classe. C'est souvent une question difficile pour les familles que de gérer les devoirs à la maison. Né dans la contrainte avec la crise sanitaire, le e-devoir fait a vocation à perdurer dans le temps. De manière générale, on a un élève sur 3 qui participent à Devoir fait globalement. En éducation prioritaire et en particulier en REP+, c'est à peine 1 sur 2, on est à 44%. Et c'est là vraiment que l'on doit absolument soutenir et soutenir plus et mieux nos élèves. Du côté des élèves, l'aide reçue est très appréciée, d'autant qu'elle est personnalisée. Parce que ça m'aide à mieux travailler, à mieux me concentrer. Parce que d'habitude en primaire, quand moi j'étais à la maison, je travaillais toute seule car mes parents et mes grandes sœurs ils sont extrêmement occupés. Donc ça m'aide plus à travailler. Parfois, travailler seul n'est pas forcément très avantageux, mais surtout travailler avec les professeurs, mais aussi les élèves qui participent au dispositif. Cela me permet donc de pouvoir exploiter leurs connaissances, tout comme ils pourront exploiter mes connaissances. C'est vrai que c'est du coaching, mais c'est surtout de l'entraide. En plus des enseignants volontaires du programme, des étudiants vont pouvoir eux aussi assurer ces heures de soutien contre rémunération. L'essai court jusqu'au mois de juin. Donc là, nous allons les rémunérer. En moyenne, un élève fait
la moyenne, je reste sur la moyenne, c'est 2 heures à peu près par semaine de devoirs faits. Ils pourront avoir un ou plusieurs élèves selon leur disponibilité et ils seront payés à hauteur de 15,99 € brut de l'heure. Pour le moment, les étudiants concernés seront ceux déjà identifiés comme tuteurs ou membres d'une association d'aide aux devoirs. Voilà pour ce dispositif 2.0 donc utilisé par certains élèves de l'Académie de Nice. Vous avez vu Nathalie Elimas, un secrétaire d'État auprès de la ministre de l'Éducation nationale. Un autre ministre était sur la Côte d'Azur. Il s'agit de Joël Giraud. Il est en charge de la ruralité qui a été mise à mal évidemment par le passage de la tempête Alex, mais aussi par la crise de la Covid-19. Joël Giraud qui était aujourd'hui notamment... L'une de ses étapes dans les Alpes-Maritimes, c'était de s'arrêter à Puget-Théniers, où il a signé une convention qui devrait permettre à la commune, ce petit village de 1500 habitants, de capter des fonds européens et de les utiliser. Reportage sur place de Marie Justo. Redynamiser la ruralité dans les Alpes-Maritimes. Lors de sa journée dans le département, le secrétaire d'État à la cohésion des territoires a fait étape à Puget-Théniers et ses 1900 habitants. Aux côtés des élus locaux, Joël Giraud a signé la convention Petite Ville de demain, un dispositif qui accompagne l'éclosion de projets dans le haut et moyen pays. Une ingénierie payée à 75% par l'État qui va permettre à ce territoire, en liaison avec son intercommunalité, de faire en sorte que demain, les projets européens, les projets nationaux, les plans de relance, tout ce qui relève des politiques publiques et des financements que les grandes agglomérations captent, je dirais, assez facilement parce qu'ils ont un carteron d'ingénieurs pour travailler, puissent être, j'allais dire, captés et aussi par cette commune de Puget-Théniers. L'Europe distribue chaque année plusieurs milliards d'euros pour les territoires français. L'idée est donc d'en capter une petite partie pour Puget-Théniers et ainsi financer certains projets. Un programme qui met Puget-Théniers au cœur de notre territoire. Ça va nous permettre d'engager des études et surtout une faisabilité sur le plan économique, sur le plan de l'habitat, sur une relance économique, touristique importante pour notre commune. Évidemment, la crise de la Covid-19 n'est jamais bien loin. L'État entend accompagner la reprise de l'activité dans ces petits villages. On s'aperçoit aujourd'hui qu'avec cette crise Covid, on a eu à une époque une désertification rurale. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. On a les populations qui reviennent de la ville sur nos villages et on doit les conforter. On doit ramener de la vie et accueillir cette nouvelle population dans les meilleures conditions possibles. Et surtout en ramenant de l'activité, de l'économie. Dans l'après-midi, Joël Giraud a signé la même convention avec la commune de Saint-Valé-de-Thiers, 3500 habitants dans le Pays grassois. Et puis cette petite information qui nous arrive, donc parenthèse dans cette deuxième partie du Grand Direct, l'Assemblée nationale qui rejette le pass sanitaire, surprenant, même si les députés MoDem ont mis leurs menaces à exécution parce que les débats ne leur convenaient pas. Aucun amendement qui venait de leur groupe n'avait été adopté. Donc voilà, ils rejettent cet amendement qui fait partie du projet de loi de gestion de sortie de crise sanitaire. Voilà, c'est le projet de passe sanitaire dont on parle beaucoup. Nous revenons à cette émission et au cours normal des choses avec cette décision prise par la mairie de Nice de rebaptiser sa salle des mariages au nom d'Antoine de Saint-Exupéry et de Consuelo Saint-Exupéry, son épouse. Un choix qui n'est pas dû au hasard parce que ils se sont mariés à Nice et dans cette salle des mariages. Tout cela vous est expliqué par Claudia Olivier. La ville de Nice a décidé de baptiser la salle des mariages de l'hôtel de ville Consuelo et Antoine de Saint-Exupéry, un choix qui ne s'est pas fait au hasard. L'écrivain et sa femme se sont mariés civilement dans cette salle le 22 avril 1931. François Daguet, neveu et filleul de l'aviateur, était présent ce jour-là. Il se rappelle. Je vous avoue que là, j'étais un peu tremblant parce que cette cérémonie, dont on parlait beaucoup dans la famille, m'avait un peu troublé parce que je ne comprenais pas tout. Bon. À cette occasion, le secrétaire général des éditions Gallimard, Alban Cerisier, a présenté le livre La correspondance 1930-1940, un recueil qui regroupe une partie de la relation épistolaire entre l'aviateur et Consuelo, une relation chaotique et passionnelle. Leur relation est marquée à la fois par des moments difficiles, conflictuels, et en même temps par une
un engagement permanent, une union permanente, l'idée que leur union, célébrée à Nice, dépasse finalement tout, que c'est la vraie vérité de la vie. D'autre part, la ville de Nice et la Fondation Antoine de Saint-Exupéry ont souhaité s'associer pour proposer un programme commémoratif dans les écoles. Chacun, les enfants, puissent savoir qu'il y a une étoile qui les attend quelque part et que ça guide leur vie, leurs pas, leur imaginaire, dans ce qu'il y a de plus beau et dans ce que ça peut nourrir comme plus belles espérances. Une exposition consacrée aux époux sera présentée au musée Masséna lors de sa réouverture, prévue le 19 mai prochain. Dans quelques instants, nous parlerons de la biodiversité, comment la préserver en cette journée nationale et mondiale même consacrée aux espèces menacées. Bob Marley également à suivre, mais avant cela, ces petites images. Bob Marley à Toulon, vous le voyez là, on va vous parler de ce concert organisé au Stade Mayol. Mais avant cela, ces petites images captées par Météo Varoise, le site de Johan Lorito, météorologue que vous connaissez bien sur les antennes d'Azur TV. C'est une tornade qui s'est formée dans le golfe de Saint-Tropez. Vous l'avez constaté dans le Var et dans les Alpes-Maritimes, il y a eu de fortes précipitations toute la journée, des épisodes sporadiques mais intenses parfois. Et donc on a pu apercevoir cette tornade qui s'est formée au niveau des plaines au nord de Ramatuelle. C'est un phénomène relativement rare mais toujours très esthétique, signale le fondateur de Météo Varoise à nos confrères de Var Matin. Et en fait, il explique que le caractère rotatif de l'orage et des vents tourbillonnants qui provoquent ce genre de phénomène. Et le contact avec le sol a eu lieu à plusieurs reprises, mais a été de faible intensité, indique le quotidien, ce qui explique qu'il n'y a pas eu de dégâts. Peut-être quelques tuiles, mais pour l'instant, aucune remontée du côté des services de secours. Avant donc de parler des espèces protégées et en disparition avec nos invités Mathilde Goueffon et Norbert Chardon. Un dernier reportage à vous montrer pour cette partie JT. Il est consacré à Bob Marley. Il y a 40 ans, jour pour jour, le roi du reggae disparaissait. Et ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'un an avant sa mort, il a enflammé le Stade Mayol de Toulon. L'histoire vous est racontée par Thomas Bernabé. Il y a 40 ans, jour pour jour, s'éteignait Bob Marley. Si le roi du reggae a laissé graver son nom dans la légende, il aura aussi marqué les esprits des Toulonnais le 26 juin 1980. C'est à cette date que le stade Mayol s'est enflammé. Plus de 22 000 personnes présentes pour profiter de ce concert d'exception. Dominique Keane avait 26 ans lorsque lui et ses amis ont décidé de monter ce concert. Il se souvient, non sans émotion, de la préparation de cet événement inédit. Le concert s'est monté en 6 semaines. Et dans les derniers jours, on a passé 3 nuits et 3 jours complets sur le stade, puisqu'en fait Marley venait juste avec le son et il a fallu monter la scène. Et à l'époque, il n'y avait pas de société spécialisée pour le montage de scène. Donc on a été dans l'arrière-pays niçois pour trouver des tubes entre pauses, pour monter la scène. Il a fallu louer des groupes électrogènes, 3 groupes électrogènes. Démonter le mur d'accès au stade pour pouvoir laisser passer les semi-remorques. Et puis après, il a fallu monter donc la scène, tous les aménagements, le backstage, etc., etc. Un concert évidemment attendu par les nombreux fans de l'artiste. À l'époque, Claude Hardy des journalistes pour Var Matin. Le mois précédent le concert, le quotidien met à l'honneur l'artiste avec un article par jour, une façon de faire monter l'envie chez les lecteurs. Donc on a fait Bob Marley et la Jamaïque, Bob Marley et les Rastas, Bob Marley et la religion, Bob Marley et sa famille, Bob Marley avec sa femme. Enfin, tous les jours, on allait chercher des idées plus ou moins originales avec des photos couleurs, etc. Et donc pendant 25 jours, c'était devenu Var Marley et plus Var Matin. C'était drôle, quoi. Donc on a fait monter la pression, mais sans s'en rendre compte réellement que ça allait être un événement musical, festif, absolument incroyable. Et ce qui est bien, le journal avait vraiment joué le jeu. Le dernier jour, la dernière page du journal, c'était un poster entier de Bob Marley. C'était la plus belle photo qu'on puisse trouver de Bob Marley. Et c'est marrant de voir la une ce soir à Mayol, Bob Marley. On tournait le journal
il y avait le poster géant de Bob Marley, c'était génial, quoi. Un concert d'exception qui sera la dernière date de l'artiste en France avant son décès. Si la soirée s'est passée sans encombre, seule la pelouse du stade Mayol aura dû être entièrement changée à cause des mégots et autres résidus de la soirée. Plus de 40 ans après sa mort, cet événement fait toujours parler de lui et entretient un souvenir inoubliable pour ceux qui ont pu y assister. Voilà, et c'est ainsi que s'achève notre partie consacrée à l'actualité proximité près de chez vous. Et dans un instant, dans ce grand direct, la journée mondiale des espèces menacées, nous serons avec Mathilde Goueffon, juriste chez France Nature Environnement, et Norbert Chardon, responsable de l'antenne de la Ligue de protection des oiseaux dans le Var. Mais avant cela, rappel des titres de l'actualité. L'hommage national rendu au brigadier Éric Masson, ce policier assassiné en Avignon la semaine dernière. Hommage rendu notamment dans les Bouches-du-Rhône, vous le voyez sur ces images. Les syndicats qui saluent les mesures prises par Jean Castex, mais qui attendent désormais des actes pour durcir les sanctions. Autre colère, celle des infirmiers et infirmières en réanimation. Ils manifestaient aujourd'hui un peu partout en France et notamment dans notre région. Ces images à Nice. Ils réclament des augmentations salariales, 300 € net et une meilleure reconnaissance de leur profession. Et puis enfin, les autotests qui sont arrivés dans certains établissements de notre région. Toute l'académie d'Aix-Marseille est livrée. Ces autotests qui sont donc proposés aux étudiants. Un test par semaine sous l'égide des infirmières. Nous l'avons vu tout à l'heure dans le reportage de Yentel Criado. Pour terminer cette émission, on va s'intéresser donc à ces espèces menacées. Il y en a 2400 à peu près sur notre territoire et dans le monde entier d'ailleurs, des espèces notamment des oiseaux nicheurs. On verra dans les interviews qui vont suivre quelles sont ces espèces qui concernent la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et puis on va s'intéresser aussi un peu à l'aspect juridique avec vous, Mathilde Goueffon. Bonsoir, merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes juriste chez France Nature Environnement et nous sommes également avec Norbert Chardon qui est responsable de la Ligue de la LPO, la Ligue de protection des oiseaux dans le Var, parce qu'il y a une vraie problématique sur le sujet. D'abord, je vais commencer avec vous, Mathilde. Une question sur cette journée et sur ces espèces qui sont menacées. Je le disais, il y en a environ 2400. C'est une vraie problématique environnementale et juridique aussi. Oui, effectivement, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, on est dans une région qui est très riche en biodiversité, avec beaucoup d'espèces protégées et beaucoup de milieux protégés. Et qui dit beaucoup de richesse en biodiversité dit fragilité de ces espèces et des milieux. Et donc, ça implique des mesures de protection et parfois des mesures juridiques, effectivement. Alors, on va revenir sur la façon dont on peut faire bouger, évoluer la loi. C'est pas toujours facile parce qu'il y a d'autres contingences parfois qui rentrent en jeu. Norbert Chardon, un mot sur les oiseaux en particulier. Notre région, c'est une région de passage pour les oiseaux migrateurs, mais pas seulement. Il y a beaucoup d'espèces d'oiseaux qui nichent en région Provence-Alpes-Côte d'Azur et qui aujourd'hui sont menacées. Oui, alors il y a beaucoup d'espèces différentes la région PACA a un fort pouvoir d'attractivité pour ces espèces. Donc il y en a pas mal qui vont passer par cette région, mais d'autres vont s'arrêter, vont nicher par exemple dans les zones humides, dans les secteurs forestiers, en montagne. Les milieux sont assez divers et du coup ça crée une énorme richesse en espèces et en milieu naturel. Aujourd'hui, Norbert, une espèce est menacée à partir de quand? C'est quand les individus sont vraiment trop peu nombreux? Oui, voilà, quand on est, par exemple, il y a des espèces au seuil de l'extinction, comme en France, on peut citer le râle des genêts. Il reste moins de 100 mâles nicheurs en France. Dès que la population d'un oiseau s'écroule, par exemple, ne serait-ce que les hirondelles ont diminué de 30% en 40 ans.
eh bien, on estime que voilà, c'est une espèce menacée et qu'il faut mettre en place des mesures de protection pour éviter un peu cet effondrement de la population. Mathilde Goueffon, une fois qu'on a dit ça, que des espèces sont menacées, qu'elles risquent de disparaître, quelles sont les armes aujourd'hui disponibles pour le législateur, parce que ça induit aussi un comportement de tout un chacun adapté. Oui. Alors, quand on a une espèce qui est protégée, c'est-à-dire que c'est un arrêté national qui fixe la liste des espèces protégées, on ne peut pas détruire ni l'espèce, ni son habitat, ni son nid quand il s'agit d'un oiseau par exemple, sans une autorisation spécifique et dérogatoire qui nécessite de remplir certaines conditions, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit dans le cadre d'un intérêt public majeur, donc de l'intérêt général. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi quand une espèce ou son habitat a été identifié comme protégé. Et aujourd'hui, les sanctions, c'est quoi ? Par exemple, si je m'attaque à une espèce menacée, que je la tue délibérément ou que je nuis à son habitat ? Alors, c'est une peine de 3 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende. Ça a été revu à la hausse, ces peines, depuis la loi biodiversité de 2016. Donc, il y a une vraie volonté du législateur de renforcer la préservation de la biodiversité et donc les sanctions vis-à-vis de ceux qui ne respecteraient pas cette réglementation. Norbert, un mot sur Norbert Chardon, sur les oiseaux en eux-mêmes qui sont menacés. Je lisais que les nicheurs surtout ont de plus en plus de difficultés à survivre. C'est le cas dans le Var spécifiquement. Quels sont les oiseaux en particulier auxquels vous pensez ? Par exemple, il y a des oiseaux urbains comme les martinets, les hirondelles qui ont énormément diminué en 30-40 ans. Les populations se sont effondrées. C'est surtout dû, par exemple, à l'effondrement aussi des insectes. Donc moins d'insectes, tous les oiseaux insectivores se sont écroulés. Il y a aussi les oiseaux qui sont liés aux zones humides, comme par exemple des limicoles, des oiseaux d'eau qui picorent dans la boue, dans les limons. Et il y a pas mal d'espèces qui sont menacées, des chevaliers, des bécassos. Il y a aussi toutes les espèces liées au milieu agricole qui avant étaient assez abondantes. On peut penser par exemple à l'alouette, qui est une espèce relativement commune il y a une quarantaine d'années en PACA. Et là aussi, pareil, les pratiques agricoles intensives ont fait que ces espèces ont énormément diminué. Une question juridique, si j'ose dire, elle est liée, Mathilde Goueffon, sur le comportement de tout un chacun, les déchets qu'on peut jeter, les décharges sauvages aussi qui nuisent à l'environnement. C'est aussi ça votre mission, de surveiller que, on jugule aussi ces phénomènes-là qui peuvent provoquer des étouffements, des barrages et une pollution en mer, ce qui, in fine, détruira la biodiversité. Oui, tout à fait. Mais effectivement, les espèces protégées, donc on parle des oiseaux, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des espèces marines, des plantes, les herbiers de Posidonie sur nos littoraux. Et donc, on essaye effectivement à l'échelle de France Nature Environnement en Provence-Alpes-Côte d'Azur d'endiguer tous ces phénomènes. Les dépôts sauvages, ils sont très importants dans le Var. On a beaucoup d'actions contentieuses contre des entreprises ou des personnes privées qui impactent les milieux naturels et donc la biodiversité qui y est installée. Et on a notamment déployé une application qui s'appelle Sentinelle de la Nature et qui sert justement à signaler des atteintes à l'environnement, à la biodiversité, sur une application pour que nous, on la traite ensuite et qu'on accompagne les citoyens dans leur démarche. Donc c'est un petit peu pour qu'ils redeviennent acteurs sur le territoire
de la protection de l'environnement et de la biodiversité. Alors devenir acteur, justement, c'est le thème du reportage que je voudrais vous montrer, qui n'a pas de lien direct avec les espèces menacées, mais plutôt avec la philosophie et l'état d'esprit vers lequel on doit tendre pour protéger l'environnement. Vous allez voir comment on recycle du côté de Garéoult les invendus sur les marchés, les invendus des agriculteurs. Garéoult, c'est dans le Var, et le reportage est signé Marion Colangelo. Belle récolte ce mardi matin pour l'association L'Économe. Sur le marché de Garéoult, carton plein auprès de ce marchand de fruits et de légumes. Qu'est-ce qu'on a de bon aujourd'hui du coup? Alors aujourd'hui, je t'ai donné de la salade, des épinards, des radis, des oranges, comme ça tu pourras faire des jus. Trop bien. T'as des artichauts et ainsi que de la poire. Ok, super. Bah, comme ça, on va pouvoir faire des confitures avec les poires et les oranges. Et le reste, on va donner au Secours Populaire à Soliès et un peu au Secours Catholique aussi. L'Économe récupère les invendus des stands et des agriculteurs pour les valoriser et diminuer le gaspillage alimentaire. On récupère tout leur surplus, donc leurs fruits et légumes qui sont invendus parce qu'un petit peu abîmés et non vendables. Et le but, c'est qu'on les récupère pour les donner aux associations caritatives, pour limiter aussi la précarité alimentaire. Et on fait aussi des bocaux avec. Aujourd'hui, des bocaux de confiture. Et on fait pas mal d'animations, de sensibilisation à l'environnement, à l'alimentation durable. L'occasion pour les maraîchers comme Ludovic de ne pas jeter ce qu'il ne pourra plus mettre à la vente. Des produits assez fragiles qui ne tiennent pas du tout à la chaleur et qui tiennent encore maximum 2 jours au frais. Donc pour nous, ça nous embêterait de jeter ça à la poubelle, quoi. Voilà, c'est des produits perdus et c'est vraiment dommage, quoi. Pour aller encore plus loin dans la démarche, l'association fait appel au financement participatif pour mettre en place un système de conserverie mobile. Le nouveau projet de conserverie mobile qui nous permettrait de nous déplacer directement chez les agriculteurs de la région sur un périmètre de 50 km aux alentours du siège et de transformer leur surplus en conserve, que ce soit du salé ou du sucré, afin qu'ils puissent les revendre sur leur circuit de distribution et de limiter encore plus le gaspillage alimentaire. Depuis sa création en 2017, l'association a déjà permis de revaloriser plus de 12 tonnes de fruits et légumes. Voilà, c'est une approche globale qu'il nous faut adopter liée à la lutte contre le réchauffement climatique et la préservation de l'environnement. Je vous rappelle que nous sommes avec Mathilde Goueffon, qui est juriste pour France Nature Environnement, et Norbert Chardon de la Ligue de protection des oiseaux dans le Var. Norbert, une question là-dessus. Est-ce qu'aujourd'hui, la clé, c'est ça, c'est d'avoir une approche globale avec, j'allais dire, une approche proactive du citoyen qu'on va intégrer dans le processus de préservation de l'environnement, justement par des actions du quotidien comme recycler, faire attention à ce qui nous entoure, quoi, tout simplement. Oui, c'est tout à fait ça. Il faut une approche globale et puis en même temps locale. Parce que en fait la nature elle ne connaît pas de frontières, on peut faire des actions très précises dans son jardin, par exemple laisser un coin d'herbe on va dire sauvage pour attirer des petits animaux et puis aussi des oiseaux. On peut mettre en place des nichoirs et ça participe à la préservation des milieux naturels et ces petits gestes locaux vont participer de façon globale à la circulation des espèces et par exemple à la migration des oiseaux. Mathilde Goueffon, je voulais vous entendre, avant qu'on termine cette émission, sur un cas très particulier, celui de la tortue d'Hermann, qui est un cas emblématique de notre région. Elle est protégée aujourd'hui et elle est toujours en péril. Oui, alors la tortue d'Hermann, c'est un très bon exemple d'espèce protégée effectivement dans la région, mais elle est présente uniquement dans le Var et en Corse en fait. C'est une espèce qui est protégée à l'échelle mondiale et européenne, alors même que les populations sont aussi réduites. Donc c'est dire l'importance de l'espèce pour l'ensemble de la biodiversité. Elle est particulièrement présente dans la Plaine des Morts, qui est une réserve naturelle nationale. Et pour autant, certains acteurs sur ce territoire vont impacter son habitat principalement, notamment en ne respectant pas les procédures de demande de travaux, etc., pour modifier l'espace sur le territoire de la réserve ou en dehors, qui constituent les derniers habitats de la tortue d'Hermann. Donc on a aussi pas mal d'affaires juridiques en cours sur cette espèce protégée. Oui, donc si on en croise, on ne la ramène pas à la maison, quoi, par exemple.
Non. C'est déconseillé et même interdit. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Je rappelle que Mathilde Goueffon, vous êtes juriste pour France Nature Environnement dans notre région, et Norbert Chardon, responsable de l'antenne du Var pour la Ligue de protection des oiseaux. Merci d'avoir accepté cette invitation ce soir sur les antennes d'Azur TV. C'est la fin de ce grand direct. Merci de votre fidélité. On se retrouve évidemment demain. Merci à toute l'équipe qui m'accompagne, Théo Sarfati, Ilan Dehé, Sébastien Lyotard, Fabrice Justo et Stéphanie Mossman. Bonne soirée à vous.